Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La CEDEAO sévit après le coup d'État au Niger, réunis dans le cadre d'un sommet spécial. Les dirigeants de la sous-région ont imposé au pays des sanctions économiques. Ils ont notamment décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de l'organisation et le Niger. Célébration de la fête du trône au Maroc. Le roi Mohamed VI a célébré ce 30 juillet ses 24 ans de règne. L'occasion pour le souverain de faire un bilan des avancées réalisées par le royaume au niveau politique, économique et social. Et puis renforcement de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et la Russie. Les deux parties ont signé un protocole d'accord d'exemption réciproque de visa pour les diplomates. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, ce 30 juillet était un jour de vote en Centrafrique. Quelques 1,9 million d'électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre du référendum constitutionnel. Un vote qui se serait déroulé dans le calme, notamment au lycée Boganda de Bangui, la capitale. À l'ouverture de ce bureau de vote, des observateurs ont constaté une affluence timide des électeurs. La veille de ce référendum, un important dispositif sécuritaire a été déployé. Police, armée et garde présidentielle ont été mobilisés. Rappelons que ce projet de nouvelle constitution est décrié notamment par l'opposition qui a appelé au boycott de ce vote. En cause, la remise à zéro du compteur des mandats présidentiels. Si le oui l'emporte, le président Faustin Archange Touadéra pourra donc briguer un troisième mandat. Autre modification notable, la durée du mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, sans limitation du nombre. À noter que les résultats provisoires doivent être divulgués sous 8 jours. Quant aux résultats définitifs, ils seront proclamés le 27 août par la Cour constitutionnelle. L'actualité, c'est aussi ce sommet spécial de la CEDEAO centré sur la situation politique au Niger. Les dirigeants de la sous-région se sont réunis ce dimanche 30 juillet à Abuja, au Nigeria, quelques jours après le coup de force qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Temps fort de ce rendez-vous, des sanctions financières ont été décidées. Parmi elles, le gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Un ultimatum a aussi été lancé aux putschistes. La CEDEAO leur donne une semaine pour revenir à l'ordre constitutionnel. L'organisation a également émis une mise en garde indiquant qu'un recours à la force ne serait pas exclu. Elle réclame la libération du président Mohamed Bazoum, le chef de l'État qui serait toujours détenu par la garde présidentielle. Notons également que la situation politique au Niger était aussi au cœur d'un sommet de l'UEMOA tenu le même jour à Abuja. Je vous propose d'écouter à ce propos Abdoulaye Diop, le président de la commission de l'UEMOA. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est solidaire des mesures prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunie le 30 juillet 2023 à Abuja. Elle condamne cette tentative de coup de force et exige que le président Mohamed Bazoum, chef suprême des armées, soit libéré immédiatement et sans condition afin qu'il puisse exercer pleinement, librement ses fonctions de président de la République démocratiquement élu. La famille et les collaborateurs du président Mohamed Bazoum soient libérés. Faute de quoi, et au regard des graves menaces qu'impose cette situation sur l'intégration et le bon fonctionnement de notre Union, les sanctions suivantes seront mises en œuvre avec effet immédiat. Premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Niger et les pays de l'UEMOA. Deuxièmement, l'interdiction du survol de l'espace de l'UEMOA à tout aéronef à destination ou en provenance du Niger. Troisièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, l'électricité, les biens et services. Quatrième mesure, la suspension de toutes les transactions financières
entre les pays de l'UEMOA et le Niger. Cinquièmement, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Sixième mesure, le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Septièmement, la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UEMOA. Huitième mesure, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UEMOA, particulièrement la BOAD. Neuvième mesure, l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine. Dixième mesure, l'interdiction de voyager, le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions, organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force. Et sachez que l'annonce de ce sommet n'a pas reçu d'écho favorable dans les rangs du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À la télévision nationale, le colonel-major Amadou Abdraman a affirmé que cette rencontre visait à valider, je cite, un plan d'agression contre le Niger. Sur les réseaux sociaux, le nouvel homme fort du pays, Abdourahmane Tchiani, a déclaré mettre en garde l'organisation sous-régionale et ses alliés contre toute intervention militaire à Niamey. Parallèlement, le président tchadien Mahamat Idriss Déby a été mandaté par ses pairs pour mener une médiation avec les putschistes. Il est annoncé à Niamey dans les prochaines heures. Notons également que la journée de ce 30 juillet a été marquée par des manifestations hostiles à la France, manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes. Paris met en garde contre toute attaque ciblant ses intérêts. 30 juillet 1999, 30 juillet 2023, le roi du Maroc a célébré ce dimanche ses 24 ans de règne. Pour son traditionnel discours à la nation, le souverain a notamment mis en avant le dynamisme économique du royaume, un dynamisme marqué notamment par la hausse des exportations dans le domaine de l'industrie automobile, entre autres. Nathalie Mo. En 24 ans de règne, le roi Mohamed VI a modernisé le visage politique et économique de son pays, le Maroc. Accédant à la royauté le 30 juillet 1999, le monarque marocain s'illustre par des réformes infrastructurelles qui font du Maroc le deuxième pays le plus industrialisé d'Afrique. La contribution de l'industrie manufacturière au Maroc se chiffre à environ 13,4 milliards de dollars en 2023. Certains secteurs, comme l'industrie automobile, le textile, les filières électroniques et électriques ont connu une hausse notable de leur exportation. Par ailleurs, malgré la crise et ses retombées, la confiance placée dans notre pays et dans le dynamisme de son économie se confirme et se consolide. Pour le roi Mohamed VI, le bien-être social représente une clé pour le développement. Sous son leadership, la Constitution a été modifiée en 2011, donnant une place de choix à l'égalité des genres. Le monarque marocain mise ainsi sur l'inclusion économique des femmes pour soutenir la prospérité du pays. En 2021, l'inclusion financière des femmes s'est chiffrée à 33%. Des études révèlent que 54% des hommes salariés ont un compte bancaire contre 53% de femmes salariées au royaume chérifien. Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme en lui offrant toutes les possibilités d'épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous notre impulsion figure la promulgation du Code de la famille et l'adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l'égalité homme-femme en droit et en obligation et par conséquent érige le principe de parité en objectif que l'État doit chercher à atteindre.
Le produit intérieur brut du Maroc devrait atteindre 138 milliards de dollars, équivalent à un PIB par habitant de 3 500 dollars en 2023, pour une population de 37 millions d'habitants. Pendant l'exercice en cours, la croissance du pays devrait s'accélérer pour se fixer à 4% selon des perspectives gouvernementales. Et à l'occasion de cette célébration, une grâce royale a été accordée à plus de 2000 personnes. Parmi ces personnes graciées, on compte plus de 1700 détenus. Le second sommet Russie-Afrique a été l'occasion pour la République démocratique du Congo de renforcer sa coopération avec ce partenaire. Les deux parties ont scellé le 27 juillet un protocole d'accord d'exemption réciproque de visa, une mesure qui concerne les personnes munies d'un passeport diplomatique ou de service. Les détails avec Marie-Raphaël Antolo. Le 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, à l'occasion du sommet Russie-Afrique, la République démocratique du Congo et la Russie ont annoncé la signature d'un protocole d'exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette mesure devra, selon les autorités congolaises, permettre de faciliter les déplacements entre les deux pays et à renforcer les liens diplomatiques entre la Russie et la RDC. Le passeport de service étant réservé aux fonctionnaires de l'État en mission. Et donc, c'est une mesure qui ne vise pas les citoyens de tous les jours, mais plutôt les gens qui vont aller pour des raisons de travail officielles. En 1960, lors de l'arrivée au pouvoir de l'ex-président congolais Patrice Lumumba, de belles perspectives de coopération se dessinaient entre la République démocratique du Congo et la Russie. Cependant, elles ont été interrompues en 1965 après que l'ex-président Mobutu Sese Seko ait pris le pouvoir. La République démocratique du Congo importait d'ailleurs très peu de la Russie, soit un volume de 0,8% du total des importations en 2020. Ainsi, la signature de ce nouvel accord permettra aux deux États de renouer les liens. La portée de cette mesure est grande, mais elle est très limitée parce qu'elle ne touche pas une grande population et ne touche donc pas aux opérateurs économiques. Je crois que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce protocole d'exemption réciproque des visas témoigne ainsi de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et d'encourager les échanges internationaux. Il constitue une étape importante dans le développement des relations diplomatiques entre la Russie et la RDC. Cet accord, selon des observateurs russes, est un pas en avant vers une coopération renforcée et des relations mutuellement bénéfiques. 500 millions de dollars pour assurer la transformation agricole du Nigeria. C'est la somme mobilisée par les autorités nigérianes auprès des banques et institutions financières internationales. Une information confirmée par le vice-président Kashim Shettima, qui précise par ailleurs que ces fonds serviront aussi à financer la création de zones spéciales de transformation agro-industrielle à Ménéchi. En marge du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, Kashim Shettima, le vice-président du Nigeria, a affirmé dans un communiqué officiel que le gouvernement a mobilisé 500 millions de dollars pour transformer la production alimentaire dans le pays. Les fonds qui proviennent des banques multilatérales de développement et institutions financières internationales serviront à soutenir l'innovation, à développer la chaîne de valeur agroalimentaire et à créer des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Ça va permettre non seulement d'avoir accès à une zone spéciale pour ces entreprises qui sont dans l'agro-industrie, mais de pouvoir aussi profiter des terres et du foncier, car on sait que le problème du foncier est un problème important. Donc le fait d'avoir une zone spéciale dédiée à ces entreprises, à ces agro-industries, va leur permettre de travailler dans de bonnes conditions et de pouvoir transformer leurs produits locaux, leurs matières premières, pour permettre de pallier aux insuffisances et surtout à beaucoup d'importations. Le 13 juillet 2023, le président nigérien Bola Tinubu avait déclaré l'état d'urgence sur la sécurité alimentaire pour permettre au pays de prendre des mesures exceptionnelles afin de renforcer la sécurité et l'approvisionnement. Pendant ce temps, le pays est aux prises avec une inflation qui a atteint son plus haut niveau depuis 2 décennies. Donc cela va permettre non seulement de pouvoir être autosuffisant et surtout de pouvoir aussi maîtriser l'inflation qui est très importée, notamment à travers les produits de l'extérieur qui deviennent de plus en plus chers. Donc je pense que le Nigeria, à travers cette politique, va vraiment se diriger vers une forme d'autosuffisance dans les prochaines années. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation des produits alimentaires a atteint 24,82% en glissement annuel en mai 2023 contre 19,50% en mai 2022. L'État compte mettre en valeur les terres agricoles, la fourniture d'engrais et de céréales aux agriculteurs ainsi que l'amélioration de la sécurité dans les provinces agricoles.
Un mot de sport à présent avec la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se tient actuellement à Kinshasa. La première journée a notamment été marquée par la rencontre République démocratique du Congo-Bénin dans le cadre du tournoi de football. Un match qui s'est soldé par la défaite du pays hôte sur un score de 2-0. Le compte-rendu de ce face-à-face avec Samantha Sabero-Sabobanga. Le rideau est tombé sur la première journée des Jeux de la francophonie 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo et ville hôte de la compétition. Depuis ce 28 juillet jusqu'au 6 août 2023, près de 3000 athlètes vont s'affronter à cette 9e compétition sportive et culturelle. Lors de cette première journée, les rencontres sportives et les événements culturels ont créé une atmosphère de fraternité et d'échanges entre les différents pays francophones, mettant en évidence le pouvoir de la langue française pour réunir les peuples. Le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Après une défaite contre la Roumanie, 72-65, en match d'ouverture, les Léopards de la RD Congo se sont également inclinés 2-0 face aux Guépards du Bénin dans le cadre de la première journée du tournoi de football masculin. Chez les dames, le Liban s'est imposé face au Tchad 126-23 dans le cadre du tournoi de basketball. Aux jeunes participants, je voudrais leur dire savourer l'expérience. Alors bien sûr, on fait du sport ou on fait de l'art et on a envie d'être le meilleur, c'est important, mais c'est pas l'essentiel pour les Jeux de la francophonie. Je pense que le plus important, c'est d'aller rencontrer les autres pays, les autres disciplines. Pour les sportifs, allez voir l'art, vivez les choses à fond et vous verrez, vous vivrez des émotions et une expérience de vie inoubliable. Le bilan de cette première journée est très positif et nous avons hâte de découvrir ce que les prochains jours nous réservent. Les Jeux de la francophonie 2023 à Kinshasa s'annoncent comme un événement exceptionnel mettant en lumière le talent et la passion des athlètes francophones tout en accélérant la diversité et la richesse des cultures francophones à travers le monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.